Bonjour, 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 bonjour Bertrand. Salut Nico, comment vas-tu? Ça va, parlons basket, il faut parler basket. Nous sommes là pour notre dose hebdomadaire de basket et de NBA. Est-ce que tu es chaud? Toujours 50 minutes, Toujours. 50 minutes on est de là. NBA, les gars. 50 minutes, donc on vous le rappelle, ça sera pas forcément 50 minutes pile, ça sera une cinquantaine. Mais bon, il faut trouver un titre accrocheur. On va pas dire 52 minutes 43 de NBA. Hein. Donc, ça sera 50 minutes de NBA, trois thématiques, trois thèmes aujourd'hui. Le premier, ça sera Boston, titre ou échec. Le deuxième, ça sera combien y a-t-il de joueurs systémiques dans la ligue. Et on va essayer de définir justement un petit peu ce qu'est un joueur systémique, parce qu'on n'était même pas forcément d'accord. On en a un petit peu parlé déjà, on n'était pas forcément d'accord. Et après, la course au MVP, la fameuse, voilà, il y a les favoris, il y a peut-être même des outsiders qu'il va peut-être falloir surveiller. On va voir et discuter entre nous parce que bon, et on va, comment dire, on va dire ce que ces gars-là doivent réaliser pour vraiment prétendre plus à ce trophée-là. Mais la course s'annonce acharnée car il y a du candidat. Hein. C'est clair, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une course au MVP aussi chargée. D'habitude, on a un ou deux candidats. Là, il y a du monde. Ouais, ça peut, et ça pourrait peut-être même monter. Mais attends, j'allais te demander est-ce que pour toi, mais on verra ça tout à l'heure. Premier sujet, les Boston Celtics qui viennent de mettre une torpille nucléaire aux Warriors chez eux au TD Garden du coup, et qui sont la seule équipe de la NBA de l'histoire à avoir gagné 3 matchs par plus 50 au cours de la même saison. Ils sont premiers sans débat possible, ils sont magnifiques offensivement, défensivement. Tout le monde joue parfaitement. Mais est-ce que ces Boston Celtics 11 sont victoires d'affilée. vraiment... Ouais, 11 victoires d'affilée au moment où on tourne. Est-ce que pour toi, Bertrand, ces Boston Celtics sont non seulement les favoris ultimes, et après, est-ce que si ça gagne pas, on pourra dire échec, choc Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, dans ta question, donc il y a deux questions. Favori ultime, pour moi, non. Et, ils sont toujours dans cette conférence Est qui surdomine. Ils surdominent la conférence Est avec 8 victoires d'avance sur le deuxième actuellement. Favori ultime, moi j'ai pas envie de les mettre parce que bah déjà force au champion en titre. Tant que le champion en titre n'est pas tombé, pour moi c'est toujours le favori. Il n'y a pas eu d'événement majeur, tu vois, c'est pas comme je sais pas les Bulls de 99, tu vois, ils ont toujours le même Et corps. rappelons que ce champion en titre est la première équipe qui a fait tomber Boston chez eux, En plus, au TD euh, Garden. pas sûr non plus qu'ils aient les armes nécessaires parce qu'on sait que quand tu arrives en playoff, c'est toujours une histoire de match-up. Donc, c'est pas parce que tu arrives à un certain point que tu es forcément la meilleure équipe. Enfin, quand tu arrives au bout, si. Mais c'est pas parce que tu passes un tour que tu es la meilleure équipe. C'est souvent une histoire, comme je l'ai dit, de match-up. Et du coup, tu as mieux réussi contre cette équipe, mais tu vas tomber contre une autre parce que ça marche moins bien. Dans la conférence Est, j'ai envie de te dire, oui, c'est le favori absolu. Je vois personne les chatouiller, surtout que on connaît les difficultés de Philadelphie avec la blessure d'Embiid. On sait que la conférence Est, on en rigole, mais c'est un peu la deuxième division de la NBA. On sait que les Bucks se cherchent Oh. encore. Non, c'est vrai, Non, les mais Bucks tes se cherchent propos encore. t'appartiennent, hein, moi Les je Cavs, te rejoins complètement. Vas-y, continue. ah bah après, en plus, je suis fan de la conférence Est, mais Ouais. Les Bucks se cherchent encore, ce qui est tout à fait normal. Les Sixers, les Cavs sont encore jeunes et sont dans leur courbe de progression. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de rush à faire un résultat comme une finale NBA ou même une finale de conférence. Les Knicks, bon, là, c'est un peu différent, mais ils sont encore en recherche d'image et de se créer leur identité. Donc, Si je peux me permettre, moi dis-moi. j'ai une petite pièce sur les Knicks. Pas finale champion, mais tu sais, il y a souvent Mais de là waouh, à quel sortir run. Boston. Je- Petite pièce sur les Knicks, Et, moi. et, et après, bien sûr, il faut parler de Miami. Miami, tous les ans, on dit oui, bon, la saison régulière, il y a le playoff Jimmy, etc. Mais attention, parce qu'à force de trop jouer comme ça sur on arrive en play-in, on arrive sixième de conférence, peu importe leur classement. Attention les mecs, parce que vous avez fait quelques jolis runs, mais attention, ça demande beaucoup d'énergie et on l'a vu l'an passé, arrivé en finale. Butler était diminué, Bam n'était pas au top. Enfin, il y avait plusieurs. Martin avait tout donné dans la bataille de l'Est. Donc attention aussi à Miami, surtout qu'ils gagnaient 3-0 contre Boston, ils se sont fait remonter les 3 matchs, hein, ils sont allés jusqu'au Game 7. Donc attention, donc dans la conférence Est, je te suis, Boston c'est le grand favori. Pour le titre, je vois plusieurs équipes de la conférence Ouest où ce sera compliqué quand même d'aller les chercher.
Moi, genre sur Boston, il y a un petit truc qui me fait un petit peu peur. On est d'accord que les playoffs, c'est toujours le moment des grands joueurs. C'est là où, normalement, d'ailleurs, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais je trouve qu'on glorifie un peu trop la régulière. Là, bon, c'est normal, on est en plein dedans, mais bon, c'est des sujets qu'on a souvent. Mais est-ce que Tatum est un Yanis? Est-ce que Tatum est un Jokic? Est-ce que Tatum est ce genre de mec? Pour moi, actuellement, non. C'est à lui de nous montrer qu'il est ce genre de gars. C'est sa saison, c'est son année. Là, t'empiètes déjà sur le deuxième sujet, non? Peut-être un peu, ouais. Peut-être Ouais. un peu. Après, la force de Boston, c'est que même si tu pars du principe que je suis pas forcément d'accord que Tatum n'est pas ce mec-là, bon, déjà, il est jeune, il peut se révéler, parce qu'il faut toujours une série de playoffs où on se révèle. Jokic, on a beaucoup critiqué cette titre de MVP en se disant, bah tiens, on va pas lui donner un troisième, parce qu'en playoff, il est pas allé au bout. Il y a bien une année où forcément ça va au bout. Yanis, pareil. Et au final, bah, est-ce que ce serait pas l'année? Surtout qu'il y a une autre caractéristique pour réussir en playoff, c'est la chance, c'est les blessures. Boston, ils ont un effectif de 9 joueurs qui peuvent être titulaires. On touche du bois pour Kristaps. Hein. Kristaps qui a quelques pépins quand même de temps en temps, on va toucher du bois pour Kristaps. Orford qui est pas très jeune. Important. Très important Kristaps dans le système de Boston. Mais non, mais quand je voulais dire, c'est pas ce gars. Moi, Tatum, on se rappelle Game 6 à Milwaukee il y a 2 ans, magnifique. Game 7 contre les Sixers l'année dernière, somptueux. Mais tu vois, peser. Après, est-ce que c'est pas un peu tout le paradoxe, Tatum? C'est-à-dire qu'il est capable, les matchs que je viens de citer, de sortir du legacy game sur des matchs qui comptent, mais il va pas peser de fou sur l'ensemble d'une série comme les plus grands le font. Mais c'est ce qui lui est reproché aussi cette année, en mode, ouais, il a peut-être pas les stats, il a peut-être pas l'impact, mais est-ce que Tatum ne doit pas aussi un petit peu jongler entre justement cet équilibre collectif qui est, voilà, massacrant, et le fait de devoir briller individuellement? Mais c'est une tu sais, limite. je comprends ce que tu dis, mais regarde, si toi tu es une équipe, tu dois affronter Boston, tu vas d'abord te focaliser sur Tatum, j'imagine. Et Tatum, il a aussi ce côté, il sait se mettre un peu en retrait pour que, on l'a vu contre Golden State, on l'a vu au match 1 des finales contre les Warriors, faire des passes et que ce soit Jalen Brown qui soit dans un bon soir. Donc est-ce que finalement la réussite de Boston, ça passe pas par un Tatum incroyable, mais plus par un collectif derrière Tatum? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai du mal. Oui, je pense que ça peut, parce que l'effectif est incroyable. Il faut quand même le rappeler, l'effectif de Boston, d'Eric White, Jrue Holiday, Porzingis, c'est limite. Mais il a jamais été aussi fort. Hein. Il a jamais été aussi fort. Alors qu'ils pouvaient tous être All-Star, pour moi, Porzingis a vraiment trouvé son rôle. Il a dit même à plusieurs reprises qu'il avait trouvé un petit peu son step de maturité. Il a dit à Dallas, voilà, je voulais peut-être un peu plus la balle. Aujourd'hui, j'ai compris ce que je voulais faire, etc. Donc là, on est vraiment dans des mecs qui comprennent le basket, team player, etc., qui veulent que tout se passe bien, qui n'ont qu'un objectif en tête, c'est le titre. Mais moi, il y a des petits trucs où je me dis, quand il va falloir trouver le patron de cette équipe-là, normalement, ça devrait être Tatum. On sait que des fois, ça peut être un petit peu compliqué. Après, on n'est pas dans les vestiaires. Un mec comme Jrue aurait la légitimité, le titre, le respect de la ligue, etc. Teammate of the Year, je sais pas combien de fois. Moi, la hiérarchie Tatum, c'est ce gars. Mais est-ce que Tatum est ce gars pour endosser toutes les casquettes que doit endosser un franchise player qui t'amène au bout? Moi, j'attends qu'il me le montre. C'est vrai que pour l'instant, je suis un peu d'accord avec toi, il nous l'a pas montré. Après, difficile de l'enterrer parce que, comme encore une fois, il est jeune, il a tout plein de qualités, il a un effectif qui est derrière lui, il peut se reposer. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Mais on l'a vu par séquence, hein, rappelle-toi les défenses sur KD, les games que je viens de parler, mais dans ce leadership vocal, dans cet élan. Après, des fois, il y a des choses qui sont même indescriptibles et c'est impalpable, mais tu vois, tu ressens l'élan collectif d'une équipe. Bien sûr. Tout, j'ai pas l'impression que ce soit ce berger, quoi. Non, bien sûr. Bien sûr. Après, voilà, c'est à lui de se révéler dans les grands moments. Les grands moments, ça fait des grands joueurs. Tatum, c'est maintenant, j'ai envie de te dire. Et l'an prochain, je veux bien qu'on ait encore cette discussion. Et là, on aura une année de plus pour apporter de l'eau à ton moulin ou à mon moulin. Moi, je pense que Tatum, c'est ce joueur. C'est ce joueur qui va réussir à faire de grosses performances. Et surtout, tu as parlé de Jrue Holiday tout à l'heure.
je pense qu'au-delà des stats, etc., j'ai parlé de Jalen Brown, mais je pense que c'est vraiment, ou même de Porzingis, je pense que c'est vraiment Jrue Holiday, le gars important, le gars qui va te gratter le ballon, le gars qui va te redonner un peps de confiance, le gars qui va te mettre un gros shoot corner à 3 points et te libérer un Tatum. Après, bien sûr, Tatum, il va sortir. Déjà, j'imagine, je vois les choses comme ça, se mettre en confiance au premier tour contre une équipe un peu plus faible où il va mettre des 40, 45 points, voilà, pas trop, les Bulls, quoi. regarder sous la semelle. Malheureusement, je pense pas qu'on sera en playoff, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, il faut pas. La première crainte, c'est pas faire comme l'an passé où finalement Atlanta, ça s'est bien passé, mais il y avait quand même des petits accrochages. Tu vois, faut directement, je pense, arriver en pleine confiance et bénéficier de ces matchs contre une équipe supposée plus faible au premier tour pour tout de suite montrer, voilà, Tatum 2024, c'est ça. Moi, en fait, les inquiétudes que j'ai, je vais bon, là, on va nous prendre pour des haters ou quoi que ce soit, mais on va remettre les choses dans leur contexte. Moi, Tatum, c'est le prototype même du basketteur parfait, la taille, le corps, le physique, la panoplie, tout ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Le problème, c'est que même sur la saison, tu vois, il y a des indices voilà, qui sont parsemés comme ça, ils sont magnifiques, resplendissants. On sait qu'ils sont quand même aussi dépendants de l'adresse à 3 points. L'adresse, c'est de la mécanique, mais l'adresse, c'est surtout de la confiance. Quand tout va bien, quand la route est dégagée, tout est nickel, tout rentre. Quand ça commence un petit peu à laisser comment dire, quelques efforts sur le terrain par rapport à l'impact des playoffs, quand ça commence un petit peu peut-être à douter parce que Jimmy Butler commence à insulter ta mère, tu vois, des trucs comme ça, peut-être que ça peut un petit peu redescendre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la saison, moi j'ai suivi, après Boston, on les regarde pas tout le temps parce qu'il y a des soirs où, bon, bah, il y a plus 40, tu fais aller merci rideau. Mais genre, le in-season, c'est un premier indice. Moi, le in-season, beaucoup de gens m'ont toujours dit, bah, toi aussi, c'est vrai que tu n'accordes pas une grande importance au in-season, mais c'était une sphère de compétitivité élevée. C'est là où les équipes se sont données. Moi, j'ai vu l'intensité que les Lakers ont mis défensivement, la solidarité du groupe Lakers sur cette petite période-là. À Indiana, j'ai vu les limites de Boston dans ces échelles de compétitivité-là. Quand ça tape, quand c'est dur, Nesmith, c'est pas arrêté sur Tatum, ça met des coups. Ça trouve pas toujours du répondant, tu vois. Contre Denver, c'est pareil. Denver, comme on l'a dit tout à l'heure, le champion en titre est venu chez toi et t'as tapé. C'est des matchs comme ça qu'il faut prendre. Ouais, bien sûr. Et tu vois, les gros messages de la saison, ils en ont envoyé, attention, ils en ont envoyé plein. Mais tout le monde, voilà, 50 plus 53 fois dans la saison, plus 10 victoires sur tout le monde, etc. On roule sur la ligue, etc. Et des fois, ça c'est ressenti dans les déclats, un petit peu dans l'auto-statut qu'ils proclament. Je te jure, des fois, j'ai l'impression qu'ils ont gagné 3 bagues déjà. Attention, les gars. Attention. Mais attends, parce que toi, tu focuses beaucoup sur Tatum. Moi, j'ai plus envie de focus sur Mazzulla, parce que tu parlais du in-season. Mais Mazzulla, au fur et à mesure de la saison, moi, je trouve que il progresse. Alors, je sais que c'est compliqué de juger les coachs. C'est pas nous, depuis notre canapé à 3 heures du matin, en slip, qui allons dire des choses. Mais déjà en playoff, il a progressé l'année dernière. Voilà. Ce qu'il a pris par le 8, ça va le faire mûrir. Mais je pense que, enfin, moi, je trouve, c'est que mon avis, qu'il a progressé toute la saison. Et je me demande si justement, il n'est pas en train de se construire sa petite armure pour les playoffs. Honnêtement, moi, j'ai grande confiance à Boston dans la conférence Est. Je vois pas qui peut les faire douter dans la conférence Est. Après, ta question, encore une fois, est en 2 parties. Et ça paraît d'aller au bout. Au bout, j'ai du mal. Et si je peux me permettre, ta question était aussi titre ou bust. Ou échec. Mais c'est pas ou échec, ouais, pardon. Ou échec. S'il n'y a pas de titre, je vais pas dire échec, qui est un gros mot, mais je vais te dire qu'il va falloir commencer à changer des choses un peu plus radicales que Marcus Smart. Avant que Tatum arrive. Yanis te dirait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Hein. Donc, Oui, mais au bout d'un moment, l'apprentissage, il faut le mettre en pratique quand même. Mais juste, pour rappel, 2017, avant que Tatum arrive, c'est finale de conférence perdue 4-1 contre les Cavs. Tatum arrive, finale de conférence perdue 4-3 contre les Cavs, 2018. 2019, deuxième tour contre les Bucks, défaite 4-1. 2020, 4-2, finale de conférence, défaite contre le Heat, c'était la bubble, etc. 2021, 4-1, la défaite au premier tour contre les Nets, avec un Tatum qui met un buzzer, c'était ce match-là le buzzer. Oui, enfin bref, c'était le match pour l'honneur. Ouais, non, c'était pas ces playoffs-là. 2022, 4-2, finale contre les Warriors, défaite. 2023 l'an passé, finale de conférence 4-3 contre Miami. C'est bien, c'est bien. Mais après, ce groupe, il est jeune, certes,
Mais maintenant, on a vu Brown, Tatum, on a vu ce que ça donnait Brown, Tatum avec Smart, on a vu on va voir du coup ce que ça va donner avec Porzingis. Je dis pas échec, mais je dis il faudra trouver d'autres solutions et changer d'autres pièces. Mais c'est surtout que tu dis le groupe est jeune. Moi, je suis d'accord avec toi, le groupe est jeune dans l'âge, mais il y a la vie d'un groupe aussi. Et la vie de ce groupe-là, il commence peut-être, et on sait, et là, les fans de Boston vont dire, vous voulez toujours dissocier le duo Brown-Tatum. Moi, je dis ce que je ressens. Je ressens que Jaylen Brown a peut-être envie d'être ce gars. Ça se voit souvent dans ses déclats, dans ses attitudes, dans beaucoup de choses, je trouve, même au All-Star Game, le fait de vouloir aller le chercher. Donc après, on vient nous dire, ouais, mais JT a dit qu'il voulait que Brown reste sur le terrain pour qu'il chope. Moi, j'y crois pas à la grande amitié entre les deux. Je dis pas qu'ils se détestent, pas du tout. Hein. Je pense même qu'ils s'entendent très bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais tu vois, cette solidarité de Draymond Curry, des trucs un petit peu, les bromances même entre mecs, Jamal Jokic, même si ça se voit un peu moins, je trouve que voilà, c'est des mecs qui ont traversé des épreuves et c'est dans le dur. Là, ça fait beaucoup d'années qu'il y a du dur. Est-ce que si ça va pas au bout, après, comme tu le dis, ils ont énormément d'armes pour y aller. Mais attends, question sur ce duo justement. Est-ce que pour toi, même si on n'en sait rien, mais je veux ton ressenti, est-ce que Jaylen Brown a conscience qu'il est numéro 2? Je sais pas. Je pense, mais je pense que tous jouent là-dessus. Hein. Moi, et l'autre question, c'est est-ce que c'est le meilleur complément d'un Tatum? Non, ça c'est sûr que non. Mais on peut me dire ce qu'on veut, même s'ils sont champions, etc. Moi, je trouve que c'est pas des joueurs qui sont faits pour fitter parfaitement dans le jeu. C'est des joueurs ultra talentueux, ils se répartissent un petit peu. Moi, j'aime beaucoup utiliser, tu vois, la métaphore tiroir, à toi, à moi, voilà, je déplie celui-là, je remballe celui-là, etc. Ils se chevauchent un petit peu au niveau du talent et c'est à toi, à moi. Mais je trouve que dans la complémentarité dans le jeu, défensivement, il y a une belle complémentarité, mais c'est tout le bloc Boston qui est vraiment impactant défensivement. Mais dans le jeu offensif, dans leur capacité, bah, ils sont un peu capables de tout faire tous les deux, mais il n'y a pas de vraie force, tu vois. Ils sont très bons un petit peu partout, même si Tatum a ce petit grain de talent supplémentaire. Mais je trouve, il n'y a pas... Attention, quand je dis il n'y a pas de vrai, on va me dire, tu dis qu'ils sont... Non, là, on les compare au All-Star plus. Donc, de toute façon, pour moi, sur la saison même, je trouve que JB réalise là, même si ça va un peu mieux. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur des Celtics derrière Tatum cette saison, c'était Kristaps jusqu'au All-Star. Parce que je trouve que l'adaptation qu'il a eue dans la contestation, ses 3, son range, tout ça, c'est des choses qui apportent énormément. Je trouve qu'il a vraiment, et c'était ce que Stevens voulait en le ramenant, hein, multiplier les options de l'équipe, et je trouve qu'il le fait parfaitement. Après, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Moi, les Bucks, je les vois bien revenir là. Si c'est une équipe qui se trouve, on sait que c'est une équipe qui va avoir de la grinta, les Pat Bev, les Bobby. C'est des mecs qui vont vouloir te casser la gueule. Lillard dans le clutch, normalement, on sait ce que ça vaut. Et j'oublie pas que des mecs qui avaient ralenti Yanis, il y avait Brown, il y avait Horford, mais il y avait aussi Grant Will, il y avait aussi Rob Williams. Il y avait tous ces mecs-là. Donc, je sais pas si dans la dureté physique... Tu crois pas en Luke Cornett? J'aime beaucoup Luke Cornett pourtant. Dieu sait que j'aime beaucoup Luke Cornett, mais c'est vrai que face à Yanis, ça peut être un peu compliqué. Est-ce qu'on peut rapprocher le duo Brown-Tatum de Kawhi Paul George? Parce après, que Kawhi... Ouais, bon, c'est différent, mais... mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. De toute façon, les Clippers aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une des équipes qui joue le plus en ISO. Après, il y a pas forcément énormément d'ISO, même si je sais les stats vont en mettre en avant. Mais tu sais, des fois, même si tu dribbles un peu sur place, etc., et que tu commences à feinte le drive, etc., et que tu kick out direct, c'est pas forcément compté comme des ISO. Ce que je vois, le ressenti terrain et des fois la retranscription statistique, je suis pas forcément d'accord avec ce que je vois. Mais en tout cas, les Clips jouent énormément l'ISO. Les Celtics, et on le dit depuis le début, c'est du Spurs basketball, c'est du basketball sim, c'est faire des différences kick-out, c'est défendre fort, c'est... Moi, je pense qu'il va leur manquer un petit peu, et c'est pour ça que moi, cet été, j'étais un petit peu sur l'aspect Bradley Beal pour faire évoluer Tatum sur le leadership, parce qu'ils sont très proches l'un et l'autre, donc des fois, bah, tu le sais, moi, je m'intéresse beaucoup, voilà, à l'aspect psychologique d'un groupe, à tout ça, on sait rien, comme tu dis, mais on peut un peu entrevoir parfois à travers des petites attitudes, des petits regards, des petites choses entre les joueurs, et moi, je trouve vraiment que ouais, non, il n'y a pas de fit naturel entre les deux. Et je pense même que ce ne sont pas des humains pareils, en fait. Je ne pense pas qu'ils soient dans les mêmes combats, dans les mêmes causes, dans le même mindset, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ça. Donc, du coup, pas de titre, échec? Par contre, non, moi je dirais pas que c'est un échec, parce que ça ferait quoi, du coup? Ça serait la 5e. Rien qui vont en finale de conférence. Tatum, ça sera sa 5e, je crois, finale de conf, et Brown, sa 6e.
Bronze 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Ouais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons dans 20 ans, ces mecs-là gagnent pas un titre, on dira ouais, mais attends, Jokic il a gagné des titres, mais il jouait contre des buses. Bah non, les mecs font 5-6 finales de conférence. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que déjà le staff peut pas, Brad Stevens peut pas mieux faire. Genre, il a vraiment mis tout ce qu'il fallait. Il a pris l'opportunité de Drew qui s'est présenté. Merci Milwaukee. KP, il a fait le choix et je pense que ça lui a fait mal de lâcher Marcus Smart. Hein, mais il l'a fait, etc. Et on voit que sur le terrain, c'est payant. Après, il n'est pas dans la tête des mecs. C'est pas lui. Je sais que la complémentarité psychologique, c'est aussi le boulot d'un GM. Mais là, franchement, il peut pas leur donner plus, je trouve. Il peut Ouais, et pas puis faire mieux. c'est cette année, c'est vraiment sa meilleure année parce que Orford, que je trouve vraiment incroyable, Ouais, bah, il vieillit, toujours quoi. là. Il vieillit. Alors oui, après, il pourra Ouais, mais avoir ça, c'est peut-être comme Manu Ginobili, tu sais. Non, non, bon, j'allais être vraiment méchant, j'allais dire, il peut se trouver un rôle à la Udonis Haslem après, mais enfin, c'est sur le terrain quoi qu'on a envie de voir à l'Orford. Mais voilà, tu parles souvent de durée de vie d'un groupe. Je pense pas que Boston soit dans les plus à plaindre, au contraire. Non. Mais voilà, il faut pas tarder parce qu'en plus, tu sais très bien que les échecs, au fur et à mesure, ça te travaille, ça te mine, ça te change ton jeu et ton approche. Et ouais, bah voilà, ça peut, au bout d'un moment, tu peux avoir ce choc psychologique qui arrive et c'est naturel. C'est surtout qu'on a Jason Tatum qui va être éligible du coup à une extension cet été. Là, je suis en train de regarder un petit peu les contrats. On a Drew qui est en player option, donc du coup qui va être aussi lui Ouais. On éligible à a une Jalen Brown extension. qui a déjà pris son maxi contrat. Voilà, Jalen Brown qui a pris ce qu'il fallait. Euh, ils sont dans une situation où il faut gagner. Ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Il manque plus qu'à. Il manque plus qu'à. Moi, c'est ce que je disais. Mais c'est dégagé Je cette disais. année. Avec Philadelphie qui a Embiid de blessé, avec Philadelphie qui se cherche, c'est vraiment, avec Milwaukee qui se cherche, c'est vraiment dégagé. Je pense que c'est l'année où c'est le plus dégagé. Bah moi, j'ai peur que ce soit l'année où finalement on se rende compte que les Cavs n'ont pas pu jouer la saison limite tous ensemble. Garland, Mobley ont été blessés, là c'est Donovan qui est blessé. Les mecs sont jamais ensemble. Donovan Mitchell playoff, je sais ce que c'est aussi. Les Knicks n'ont pas pu jouer la saison ensemble. Mitchell Robinson blessé, la Julius, OG, tu sais, ils étaient pente ascendante. Exactement. Ça les a un peu coupés, mais là, quand tout le monde va revenir avec du Josh Hart, du Hartenstein et tout qui sort du banc, la dureté, Thibodeau, etc., qui te met des coups de fouet, attention. Le 8, Terry Rozier, Dylan Wright qui sont arrivés, plus Miami Basketball, si Tyler Hero se glisse pas sur une savonnette, ça pourrait bien se passer aussi. Enfin, il y a toujours un problème, oui. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question aussi de blessure. On arrive en playoff, les trois équipes que je viens de te décrire sont plein potentiel et KP se fait l'adducteur, ce que je souhaite bien évidemment pas, hein, mais ça peut changer toute une dynamique et ça serait terrible, tu vois. Bien sûr. Et je parle pas des Bucks. Moi, les Bucks aujourd'hui, je vais le dire, et ils vont peut-être se faire sortir, hein, mais aujourd'hui, s'il faut choisir un franchise player pour entamer une campagne de playoff entre Tatum et Yanis, ben, je vais prendre Yanis. S'il faut choisir un lieutenant pour entamer une campagne de playoff entre Brown ou Lillard, ben, je vais prendre Lillard. Donc, ça veut pas dire que les autres sont pas bons ou quoi. L'effectif est meilleur. Et c'est vraiment pour moi la grande force de Boston. Le trio, ce que fait Porzingis cette année, ce que fait Derrick White cette année, ce que fait Jrue Holiday cette année, c'est peut-être en dehors des deux stars d'un groupe, le meilleur trio. Je vais peut-être dire une dinguerie, mais limite de l'histoire, j'ai envie de te dire. T'enlèves les deux stars d'un groupe et tu gardes les trois autres joueurs majeurs de l'effectif, c'est ces trois mecs-là. T'as qui de meilleur là de tête? On n'y a même pas réfléchi, tu vois, mais il y a qui de mieux? Bah, les Warriors quand même. Hein. Ouais, mais T'enlèves bon. Curry, Ouais, KD, Clay, il te reste Draymond, il te reste Iguodala. Ouais, non, c'est pas mal quand même. Hein. ouais, non, non, j'avoue. Mais t'as vu à qui t'es obligé de revenir quand même? T'as Ouais, vu dans ouais, quelle équipe t'es obligé de retourner? ouais, non, bien sûr. C'est un truc de fou quand même. Ouais, j'ai dit, ouais, d'histoire, peut-être que j'abuse, mais bon, j'avais pas réfléchi. Mais ça reste quand même un trio ultra qualitatif. Et en plus, les mecs sont dans la bonne mentalité, font les efforts de team winning, tu vois, les winning plays et tout. Enfin, moi, je trouve ça. C'est du caviar, ce qu'ils ont Boston, là. Et le banc, peut-être aussi, qui sait, ils ont perdu Malcolm Brogdon. Ils ont Ouais. perdu Grant Will. Ils ont qui c'est qui leur banc là? Leur banc impact, c'est Tonton Royal du coup, on en Bah, parlait. ouais, bah après, t'as toujours Pritchard qui reprend de la confiance. On sait qu'il y a eu une grosse Hmm. période où il jouait plus. T'as Lorford. J'aime Non, beaucoup Sam Hauser, moi. Sam Hauser, Sam j'ai pas trop de Hauser, doutes ouais. sur les playoffs. Sam Hauser, Parce ouais. que je trouve bon coffre pour défendre, on dirait pas, mais vraiment, il arrive à s'imposer. Bon, gâchette ultime. Luc, même si je t'adore, Luc, un peu de doute quand même. Hein. Bon, si Yanis te rentre dans la gueule, ça pourrait piquer. Ouais, ils ont chez Brissette, ils ont ces mecs-là un petit peu là, Ils mais. ont ramené Tillman également, hein, Ah, la ben deadline. voilà. Ben voilà pour Yanis.
Voilà pourquoi ils ont ramené Tillman. Donc, à voir un petit peu. Mais moi, je pense pas que ce sera un échec parce que dans tous les cas, leur parcours est beau et toutes les belles aventures ne se concluent pas par une bague, forcément. Mais je pense que s'ils la prennent pas là, c'est possible qu'il y ait des changements cet été parce que tu veux faire quoi de plus? Ah, je suis d'accord avec ce statement, ouais. Et les fans de Boston vont me dire, ouais, ça fait des années que vous les séparez, les Jays, etc. Non, mais attends, là, on veut les séparer que si ça gagne pas. Attends, c'est dans une hypothèse. Si ça gagne, bien sûr qu'il faut continuer. Et là, on est juste dans l'hypothèse qui vont pas au bout. Moi, en tout cas, moi, je suis comme toi. Je les place en favoris à l'Est, même si je pense qu'aujourd'hui, sur la dynamique, sur l'effectif, sur la profondeur, sur l'expérience, sur le hustle, les Bucks sont à minima aussi bien armés qu'eux. On peut me dire, ouais, mais machin, ils jouent n'importe comment ou quoi ou qu'est-ce. Les mecs, ils vont arriver en avril, ils vont se rappeler que Jimmy Butler leur a pissé dessus. Moi, Yanis, c'est pas n'importe qui non plus. On va avoir de toute façon des indices sur le mois de mars. On va en reparler tout à l'heure, mais les Bucks sont en mois de mars assez chargés. Lillard, depuis le All-Star Break, c'est très bien. C'est très bien. Oui, mais il a des pourcentages. Oui, mais les shoots, ça rentre pas toujours, les gars, si vous découvrez le basket aujourd'hui. Hein. Ça rentre pas à chaque fois. Mais hier, hier, en tout cas, le dernier match contre les Clippers, je sais pas quand est-ce que cette émission sera diffusée, mais contre les Clippers, on a vu les prises à deux Lillard à 12 mètres. On craint son range. Et ça, c'est des choses que j'aime voir. C'est ça que je veux voir, Dame. Fais-toi craindre au large. Donc voilà, un petit peu sur Boston. Un petit mot de la fin pour Boston, du coup. Honnêtement, comme tu l'as dit, s'ils vont en finale NBA, bravo. Bravo, parce que on se rend pas compte à quel point on est dans cette culture de la bague ou rien. On se rend pas compte à quel point c'est difficile. Aller en finale NBA et perdre, c'est pas la fin du monde. C'est une super performance. Ça veut dire que tu es champion de la conférence Est. Et bon, tu sais, moi, je suis pas trop fan de Boston, mais là, il y a juste à retirer sa casquette et leur dire bravo. Donc, juste attention à eux, parce que là, on sait que c'est un moment qui va être difficile. Ils ont déjà beaucoup d'avance sur le deuxième. De toute façon, toutes les équipes qui jouent à l'Est, t'es pas fan, hein, à part Chicago. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais là, ils vont avoir un moment difficile où en fait, ils sont premiers. Et tu sais, ils ont cette espèce de moment où tu joues rien parce que tu sais déjà que t'es premier, mais il faut quand même mettre en route la machine pour les playoffs. Et ça, enfin, je trouve que c'est pas un moment facile pour beaucoup d'équipes. On sait que les Spurs de Popovich, pendant des années, c'est là où ils mettaient en route. Et là, pour le coup, Boston, je trouve que c'est pas évident parce que il y a le manque de compétitivité parce qu'ils sont déjà loin devant. C'est pas un moment évident à gérer, donc on va voir comment ce que va faire Mazzulla. Est-ce qu'il va plus reposer les joueurs, est-ce qu'il va mettre en place des nouvelles choses, est-ce qu'il va continuer à faire ce qui fonctionne. Moi, je suis très curieux de voir ça. Et toi? Il faut qu'ils tapent fort à Denver. Ils vont à Denver là dans les prochains jours. Denver est venu les taper chez eux. Ok, Jalen, c'est bien, les Warriors t'ont battu, tu les as pliés, très bien. Vas-y, venge-toi sur les mecs qui sont champions au titre chez eux, comme ils t'ont éclaté chez toi. Va faire ça. Moi, la meilleure des rampes de lancement pour attaquer cette dernière ligne droite, comme tu dis, c'est ça. Moi, et de toute façon, on en parlera un petit peu plus tard. Les Nuggets sur 7 matchs, Nikola Jokic et Jamal Murray sur 7 matchs, sur des matchs à intensité, c'est des choses qu'on a déjà vues. Ça va être très très compliqué. Je dis pas que c'est infaisable, je dis que c'est très très compliqué. Et aller les taper chez eux, dans les conditions de Denver qu'on sait difficiles, je pense que ça pourrait être un beau message envoyé à la Ligue. Par contre, et paradoxalement à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, moi je trouve que Tatum, on n'en parle pas assez positivement cette saison. Peu importe ce qui va arriver après, ce qui réalise cette saison, c'est quand même très propre. C'est quand même très propre. Il y a des fois, moi je vois des gens, tu vois, un petit peu le critiquer en mode ouais, Tatum, il finit le premier quart, il a 2 points, 1 sur 5, machin. Les gars, c'est difficile de faire jouer des équipes talentueuses. Tu sais, c'est pour ça, à chaque fois, tout le monde est là. Ouais, ils avaient une super team, ils ont pas. Les gars, c'est dur. Plus il y a du talent, plus il faut réussir à trouver la partition parfaite. C'est très difficile de faire ça. Donc c'est pour ça que moi, je veux quand même lui donner le crédit qu'il mérite à Tatum. Parce que laisser... Voilà, si Kristaps Porzingis comment dire, match aussi bien cette saison et s'insère aussi bien dans ce système de Boston, bon, c'est parce qu'il a pris en maturité, c'est parce que les coachs, c'est parce que les mates, mais c'est parce que le franchise player laisse la place aussi. Ah, mais de toute façon, attends, Tatum on est bien d'accord que Tatum est dans les candidats MVP. Vu la saison mais je trouve qu'on n'en parle pas assez quand même. Vu la saison que sortent tous les autres là, être candidat MVP, bravo. Hein. Mais je trouve quand même qu'on n'en parle pas assez parce que ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment souligner. Allons-y, nos louanges à Jason Tatum.
Non, mais il faut, ouais, parce que depuis tout à l'heure, on dit, ouais, je suis pas sûr que ce soit ce gars, etc. De toute façon, moi, j'aurais toujours ce débat. Tant qu'il a pas prouvé qu'il a pas gagné un titre, je pourrais pas me dire, ouais, t'es ce gars, etc. Il faut faire des paris. On en fera sur des jeunes qui peut t'amener là-bas, etc. Mais JT, maintenant, t'es plus dans cette catégorie-là. T'es dans la catégorie décroche Larry. T'es dans cette catégorie-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, sur la saison, moi, je trouve, et c'est quelque chose qui est pour moi très valuable, de pas forcer, laisser le jeu, impliquer, laisser le copain s'éclater, etc. C'est ton soir, t'es chaud, pas de problème. Ah là, on est un peu en galère, il faut que. Attention, je dis pas qu'il fait tout bien. Hein. Des fois, c'est un peu immonde et il fait, voilà, il croque un peu trop ou il arrose un peu trop. Mais dans la globalité ou quoi, je trouve ça fort de laisser la place aux autres. Hmm. T'es pas content? T'es pas content? Là, j'ai Si, louangé non, Tatum, là? non, en fait, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur Jason Tatum. Du moment qu'il parle pas de son fils, moi ça va. Ah oui, t'en as marre de voir Dust Ouais, j'en ai marre. J'en ai en marre. bord de terrain? Ouais, ça me fatigue. Ah, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. Allez, sujet suivant, du coup, on va parler des system players. Ah, alors ça, c'est un sujet qui peut faire débat. On sait que quand on parle de système, on pense à James Harden, hein, qui a déclaré être un système il y a quelques mois. On sait qu'il y a des joueurs, justement, qui sont systémiques par leur seule présence. On parlait dans la dernière émission de Stephen Curry. On le met sur un terrain, la gravité, etc., le fait que les défenses soient obligées de monter. On parle de Yanis, puissance all-time. Bon, la comparons pas à certaines puissances. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec la comparaison avec Shaq, par exemple. Mais Yanis a quand même cet élan, là où Shaq l'avait pas. Shaq, c'était de la domination post-bas. Yanis, même lancé, il est capable de t'enfoncer tout un périmètre. Mais voilà, donc c'est des gens qui sont capables de faire bouger toute une défense par leur simple présence. Après, tu as des joueurs systémiques par leur vision du jeu, par leur talent, par tout ça. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, quels sont les system players et quels sont, voilà, justement, les mecs qui sont élite pour orienter, désorienter les défenses? Alors, on va commencer par ceux qui sont élites. Alors, il y en a pas beaucoup, hein. Il y a Curry, bien sûr. Jokic. Et je parle de cette saison, hein, attention. Hein. Jokic, pardon. Yanis. Luka. Et ça peut paraître fou, mais je mets déjà Wembanyama dans cette catégorie. Donc voilà, j'en mets 5. Oh! J'en mets 5 et je sais que tu vas me Oh, je parler. l'avais pas, celle-là. Je l'avais pas. Mais pourtant, tu vas me parler de 5 Mhm. choses. Tu sais, l'autre fois, je me suis posé une question. Je me suis dit, bah tiens, si je devais dupliquer un joueur NBA, lequel je dupliquerais pour avoir mon 5 parfait? Bah, Wembanyama. Ne mais, parlons pas trop de Victor, on va vraiment s'emballer. Moi, j'ai des takes très hautes sur ouais, Victor. non, mais pareil. Mais voilà, ça, c'est mes 5 joueurs dans le positif. Parce qu'après, il y a d'autres joueurs qui sont systémiques, mais dans le sens où, en fait, pour les incorporer, tu dois avoir des joueurs autour qui te permettent de développer leur plan potentiel. On a parlé de Trae Young à la dernière émission, on va pas revenir là-dessus. Rudy Gobert, je pense que tu vas faire des louanges sur Rudy Gobert, mais je pense que pour avoir Rudy Gobert à sa pleine mesure, il faut avoir le bon roster autour. C'est ça. Attends, que je souligne ce que tu es en train de dire pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est très intéressant. C'est en gros que tu dis, il y a des joueurs qui sont systémiques et par le fait d'être systémiques, ils sont trop forts, ils peuvent t'amener au bout. Et il y a des joueurs qui sont systémiques, mais pour les optimiser, il faut vraiment créer tout l'écosystème parfait autour d'eux. C'est ça que tu dis. D'ailleurs, je vais descendre Luka dans cette catégorie, puisque dans cette catégorie, je mets également LeBron. En tout cas, LeBron et Luka, c'est entre les deux catégories, tu vois, parce que c'est des talents incroyables, mais on l'a vu d'ailleurs, par exemple, au Westbrook avec les Lakers, on le voit avec Luka qui fonctionne, par exemple, beaucoup mieux avec Kyrie qu'avec Kristaps. Tu vois, ils ont c'est besoin vrai que de les certains Warriors joueurs. Ouais. n'ont toujours pas compris qu'il fallait mettre un intérieur à Stephen Curry. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ils l'ont toujours Bah, pas au compris. moins tester, quoi. Non, Au mais c'est moins, vrai. genre, je sais pas. Mais et Curry, mais Curry, tu vois que quand Draymond Green ne joue pas, ça fonctionne moins bien. Quand la défense de Klay Thompson n'est pas là, ça galère un peu plus. Oui, mais bien sûr. Mais bon, après, Curry est un niveau vraiment au-dessus du. Ouais, Dans top ce 5 range all-time, top 5 all-time, top 5 all-time. Moi, je suis d'accord avec toi. non, mais, Top 5 all-time. non, je veux dire, non, alors après, c'est pas forcément meilleur ou moins bon, mais parce que par exemple, on n'a pas cité Kevin Durant, mais parce que Kevin Durant, lui, c'est tout l'opposé, hein, on en a souvent parlé, lui, c'est vraiment le mec qui, peu importe le système, peu importe le niveau, peu importe le FIBA, NBA, peu importe, tu le mets, pouf, c'est bon, voilà, il s'incorpore facilement dans le système. Non, mais voilà, après, faut réussir à trouver ce système pour ta superstar. Et ça, c'est pas évident. Donc des joueurs qui font le système autour d'eux, bah, finalement, il y en a pas beaucoup. Et tu vois, je me demande si même Jokic, ouais, non, Jokic, je vais le laisser là.
Mais c'est ce que tu disais, tu vois, que Luka, LeBron, c'est des mecs qu'il faut entourer. Jokic aussi, c'est un mec qu'il faut entourer. Bah voilà, Jokic, j'hésite à le descendre aussi dans cette catégorie. C'est même pas descendre, c'est mettre dans une autre catégorie. C'est pas descendre, c'est... Après, Jokic, il faut l'entourer, oui et non. C'est-à-dire que... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, ce que fait Denver, c'est des bases du basket, tu vois. Ouais, non, Se c'est vrai. déplacer sans ballon, cut des intervalles, kick out, enfin, Mais au bout d'un moment... tu t'as parlé de cut, Jokic te fait cut. Tu vois, c'est la différence avec les autres, avec beaucoup d'autres intérieurs, c'est que Jokic arrive à se mettre en position pour que ton option ce soit cut. Et si tu coupes, tu vas avoir le ballon. Tu vas le mais de faire toute une façon, fois, tu vas Jokic, avoir le ballon, tu vas regarde. être content. Attends, juste, ouais, je finis. Vas-y, Et après, pardon. tu vas continuer. Et tu sais, bah, c'est comme les intérieurs. Tu donnes pas ton ballon à ton intérieur une fois, il va faire l'effort. 2 fois, il va encore faire l'effort. 3 fois, il va même plus te regarder, il va aller au rebond et voilà, c'est fini. Jokic, c'est pareil avec ses extérieurs ou ses autres intérieurs comme Gordon, son play où il envoie un alley-oop. Tu le sers. Quand un joueur te sert, tu vas continuer à faire les efforts, tu vas continuer à te dire vas-y, faut que je cut, faut que je fasse les efforts, faut que j'y arrive. Et c'est ça que Jokic arrive à faire et que je trouve formidable. Ouais, parce que t'as raison, Jokic, il est poste bas. Donc, en gros, si tu viens pas le doubler, bah, il va te casser la gueule. Et même si tu le doubles, bah, il va te casser la gueule. Donc, t'as un troisième qui va devoir venir. Et si le troisième, il vient pas trop et qu'il couvre le cut de Gordon, bah, il va kick out. Ouais. En plus, c'est marrant, Allez. la première action que tu as pensée, c'est Jokic poste bas. Moi, dans ma tête, c'était Jokic poste haut. Tu vois? Ouais, ou Jokic poste haut. Non, mais Ouais, tu de vois, toute façon, comme le mec est. Ouais, lui, c'est vraiment. Ouais, c'est un mais, système. mais, non, mais c'est pour ça que, en fait, Jokic, pour moi, est systémique dans le sens où il a un niveau de jeu all-time, techniquement. Il est capable de marquer sur la gueule de n'importe qui. Donc, c'est peut-être pas beau, élégant, c'est pas Paul George, hein, mais par contre, c'est efficace. Et en plus de ça, il a ce génie, tu vois. Il a ce génie à la passe, il a ce sens du jeu, il a tout ça. Donc, si tu mets talent individuel hors norme, IQ basket, plus, je touche le ciel, bah ouais, t'as un système de jeu, je pense. Je pense que t'as un peu ça, ouais. Et en plus, c'est un intérieur, donc il a le post-up et tout. Moi, franchement, le post-up de Jokic, je trouve que c'est sous-estimé de fou. Il est tellement fort, il est tellement bref, on va pas parler de Mais Wembanyama du coup, Jokic, là, on part dans par les... rapport aux joueurs que j'ai cités, t'en as d'autres peut-être ou des réserves sur certains que j'ai cités? Alors, Steph, on en a parlé la semaine dernière. Pour moi, c'est le système le plus. Voilà. Parce que étirement de défense, donc c'est pas les mêmes choses. Même Adama Bal, qu'on a eu en interview, bah, a confirmé bah oui, quand tu as plus d'espace, bah, tu peux faire plus de choses. Même les pick and roll jouer plus haut, etc. Bah, c'est de la logique. Mais c'est bien que des joueurs le disent aussi, tu vois, que ce soit vrai. Yanis, ouais, la puissance, c'est Non, vraiment. Et même ce que je me permets, mais Vas-y. pour Anthony Davis, c'est lui qui va être le prochain joueur à 40 000 points. Voilà. Deux. Curry, t'as pas vu cette tech? Ah oui, si, j'ai vu, oui, parce qu'il Qui shoot, est oui, totalement bon, ridicule parce que bon, il est beaucoup trop loin, ouais, mais bon, je voulais ouais, juste mais rigoler un peu. non, mais ça, c'est un indice, ça veut dire LeBron va aux Warriors, on en a déjà parlé, mais parce que je vois ça comme ça, j'interprète comme je veux. Donc, Yanis, après, il y a le côté, bon, ben voilà, le côté puissance, et moi, j'aime beaucoup ce qu'il développe depuis 2-3 ans, là, au niveau des passes, Yanis, j'aime beaucoup son jeu de passe qu'il développe, ça sera jamais Jokic, mais c'est très intéressant ce qu'il fait. Donc, Yanis, bien sûr, sur la puissance, et les mecs qui disent c'est que du bourrinage, non, les gars, être aussi agile, être aussi... élancé, le footwork, tout ça, le contrôle de l'espace, c'est des choses que je trouve magnifiques chez Yanis. Après, on a le droit de pas aimer ce qu'on voit, mais on peut pas dire que c'est juste un bourrin. Après, dans les joueurs que tu as dit, ouais, on a des génies du basket. Luka est un génie du basket, Harden est un génie du basket, LeBron est un génie du basket. Donc Et ça, pour le coup, il se retient de pas parler de Wembanyama, c'est incroyable. Là, ça le c'est titille, il non, se retient. mais j'en parle tous les soirs, moi, de Victor. Je le vois tous les soirs et j'en dis assez du bien. Mais on en fera un épisode sur Victor parce qu'il y a des choses à dire fabuleuses sur Victor. Mais je vais en parler. Et donc ça, c'est des systèmes voilà plutôt offensifs du coup, même majoritairement. Harden, Doncic, c'est des systèmes offensifs. Bah oui, ça va pas être des systèmes défensifs, même si faut pas dire non plus. Je vois trop passer de ils sont mauvais, les gars. Il y a des qualités, ils ont des qualités. Donc Harden, pour toi, est un système. Donc il avait raison de faire cette tech au moment où il l'a fait. Qui c'est qui l'a dit? Qui a dit ça? CJ McCollum a dit il avait entièrement raison, juste le timing était pas bon. Bah, je suis entièrement d'accord avec CJ McCollum. Voilà. Quand tu parles de timing qui est pas bon, c'est que tu penses parce qu'il est plus dans son prime, ou le timing n'est pas bon parce qu'il vient d'arriver à Los Angeles? Bah non, juste que tu viens de traiter ton GM de gigamito et que le monde médiatique te chie dessus, hein. C'est juste ça, hein. C'est juste pour ça. Ok, donc tu penses qu'il est encore même à son âge et à ce stade de sa... Ouais, ok, d'accord. Okay. Et je pense que sur ce que j'ai vu des Clippers depuis le début de saison, c'est le meilleur joueur des Clippers même. Ah oui. Ouais. Parce que Kawhi, il faut aller le déloger. Hein. Ah ouais, ok. Ouais.
Ouais, et Ok, je bah sais que Kawhi. on reparlera de ça je parce qu'il peut y avoir un débat intéressant là-dessus. Bah, c'est la différence entre un joueur trop fort, etc., qui est là pour close des games et te tuer, et le mec qui te met sur les rails pour tuer le match, tu vois. C'est le système de jeu, c'est James Harden. Donc, à part... Moi, de toute façon, je valorise vachement les joueurs systémiques parce que bah, sans eux, tout l'équilibre de l'équipe n'est pas le même. Donc, Ouais, à c'est partir du le moment. Chris Paul des Suns version actuelle, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'avais Chris Paul très haut dans mon book en 2021. Mais bon, ça, c'est ma vision du basket. On n'a pas tous la même. Non, je comprends, Donc, je comprends. Vraiment le voilà, valuable, quoi. le valuable pour moi. Et là, il y a des gens qui vont se dire quoi, Harden le meilleur, mais il est complètement fou. Mais ouais, moi je trouve, parce que voilà, rampe de lancement ultime cette saison, et ce sera peut-être pas forcément le meilleur en playoff, hein, mais en tout cas, sur ce que je vois là, moi j'ai beaucoup aimé. Puis même le comportement qu'il a, le fait de fédérer, tout ça, mais ça c'est l'autre step mental. Sinon, qui c'est qu'on a d'autres en systémique? Peut-être, en tout cas, les gars, en commentaire, n'hésitez pas à nous en dire, parce que c'est pas que forcément, on n'aime pas trop répéter avant les émissions, hein, parce que sinon on a peur, on se dit quelques trucs, mais sinon on a peur un petit peu. Moi, un joueur comme Zion, je pense qu'il peut l'être systémique, mais énormément systémique. Je regarde un petit peu les équipes parce que Zion, ça se moque, etc. Le rapport puissance touchée, c'est du all-time. Pareil, voilà. Et même en dehors du terrain, tous les petits extraits que je vois, moi, je trouve que ça a l'air d'être un super gars. Tyrese Haliburton, à sa manière aussi, je pense, peut être systémique. Ouais. C'est lui qui peut t'insuffler un rythme, c'est lui qui peut t'insuffler un style. Par contre, j'en ferai jamais ma première option de Tyrese Haliburton, mais je peux en faire mon système parce que j'aime bien. Je pense que ça peut être un joueur systémique. Je regarde un petit peu, là, je vais en oublier. Bon, Joël, bien évidemment. Hein. Joël, de par le fait que tu le mets poste haut, il peut te casser la gueule sur pull-up ou alors il peut orienter. Et donc, ça aussi, bah, c'est vrai qu'on l'a oublié parce qu'il n'est pas là. Mais en termes de système, c'est cool. Et après, tu parlais de Rudy en termes de système. Rudy, ouais, c'est un mec qui, par sa seule présence, peut te couvrir de 0 à 5 mètres de ta raquette. Donc, tu as juste à bien l'entourer. Ça peut t'offrir un système défensif. Même offensivement, tu vois, Mais sur ses voilà, pick lui, and c'est roll. typiquement le joueur qu'il faut absolument bien entourer. Parce que Voilà. sinon, Bah, bah, Mike ton Conley, système, hein. il tombe. Mike Ouais, Conley, mais hein. pas que, mais pas que. Non, mais bien sûr, pas que. Mais en tout cas, il faut mettre des joueurs qui fit avec ses points forts. Et pareil, tu vois, j'allais parler de Miami, mais le fait que Bam soit ce qu'il est, le fait de pouvoir switch sur tout le monde, etc., ça t'oriente aussi bah, la possibilité de jouer avec un système de jeu, des joueurs comme Bam, tu vois. Après, voilà, je te dis pas que ça sera des joueurs qui vont t'amener au titre ou quoi au caisse, mais je trouve que c'est des joueurs sur lesquels tu peux orienter les systèmes de jeu. Et parmi ces joueurs, est-ce Et que. j'en ai un dernier, juste, excuse-moi, un Dis-moi, dernier qu'il vas-y, faut dis-moi. absolument que je cite. Moi, c'est Shea, parce que Shea, sur son J'ai drive, hésité, ouais. c'est. Ah, Shea, pour moi, et je le vois depuis l'année dernière, sur son drive, sur son mid, il est quasiment all-time. Après, sur le mid, il y a quand même des clients. Sur le drive, il y a quand même des clients. Mais moi, je le trouve vraiment très, très fort. Pas loin du all-time déjà dans ce qu'il fait. On voit qu'en plus, il progresse bien au niveau du passing game. Donc, moi, Shea, il est déjà systémique. Et il est limite en train de devenir systémique pour être ambitieux plus. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire Shea. Mais Donc, voilà alors, dans les joueurs. tu parles de Shea, et ça tombe bien parce qu'il va être dans cette catégorie. Moi, les Shea, les LeBron, Luka, Gobert, c'est des joueurs qui, donc, on en a parlé, systémiques, etc. Même Harden, j'ai envie de dire, et Embiid, mais ils peuvent pas tous s'incorporer dans une autre équipe. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas. Demain, tu les fais changer d'équipe, même Bam, bah, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. C'est pour ça que le pari des Bucks de mettre Giannis avec Lillard, sur le papier, bah, c'est formidable. T'as Lillard, c'est un super shooter. C'est peut-être même sur le papier ce qu'on voyait comme étant la meilleure recrue pour être à côté de Giannis. Mais au final, tu vois que sur le jeu, bah, c'est pas si facile et ça prend du temps. Et c'est apprendre à se connaître les uns les autres. Là, ils commencent seulement à faire du jeu à deux. Et ouais, on est en mars. C'est là où KD est trop fort, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, KD Carrément. ne l'est pas. Par contre, KD, tu le mets en départemental, n'importe où, finale, FIBA ou quoi au caisse, il casse des gueules, quoi. C'est clair. C'est clair. Donc voilà, c'est là où KD est trop fort. Systémique veut pas dire être meilleur ou moins bon. C'est juste une case un rôle. C'est avoir les qualités d'orienter un fond de jeu pour moi. Oui, voilà, ouais. Et t'as des joueurs, tu vois, comme KD, qui vont t'orienter, parce que bien sûr, ça va venir full doublé, etc. ou quoi, mais je trouve que ça va pas être suffisant pour orienter tout ton jeu pour t'amener au titre. Et de toute façon, les faits me donnent raison. Kevin Durant en franchise player. Désolé, Kevin. Désolé, Kevin. Désolé, Kevin. Mais pour le coup, par contre, Kevin Durant en meilleur joueur d'une équipe qui a déjà un système de jeu,
bah, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Donc c'est Après, deux choses un petit peu différentes. Il y a toujours le what if de sa période Brooklyn. S'il n'y avait pas eu un petit chou. Mais oui, mais ça marche pour tout le monde, ça. Ça marche pour tout le monde et tu le sais très bien. Ouais, c'est vrai. Mais il était franchise au Nets. Mais il était oui, il était franchise. Si, quand même. Si, non, il était franchise. Non, mais il avait une grosse équipe, mais c'était avec les blessures. Là, il était vraiment seul contre le monde, quoi, à ce moment-là. Et je me demande limite si c'est pas ces moments-là que j'aime le plus KD. Ouais. Genre seul contre le monde. J'aime beaucoup quand il est comme ça. Je regarde un petit peu, parce qu'il faut pas en oublier non plus. Et voilà, et j'espère que les gens capteront la nuance, justement. C'est pas les mecs sont pas bons. C'est les mecs orientent plus que d'autres. Donc ça vient soit du génie, combo, handle, vision de jeu, etc., temps d'avance, soit voilà, de cette capacité légendaire et all-time que tu as à pouvoir faire bouger toute une défense tout seul. Je regarde un petit peu, je pense que Ja aussi peut l'avoir de par ses drives. Hein. Donc là, il y a du travail à faire. Il avait qu'à travailler, les gens parlaient moins ça de son développement de handle que quand il tapait des gros tomards, mais Ja a aussi ce truc all-time sur drive et slashing. Je regarde un petit peu parce que je voudrais pas en oublier. En tout cas, si on en a oublié. Mais moi, ça me fait penser à un joueur qui était systémique, mais qui avait pas le niveau d'être systémique. C'est Evan Turner. Et donc, il avait vraiment pas le niveau. Mais Evan Turner, tu vois, pour moi, c'était un joueur systémique. Ouais, mais ça aussi, c'est important, c'est que la NBA, enfin, on se rend pas compte, c'est une ligue où il y a que des méga joueurs. C'est Tariq Abdul-Wahad qui disait le 15e homme de l'équipe peut être franchise player n'importe quand. Et ils ont tous des. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais. Enfin, Evan Turner là quand même. Hein. Et tu leur donnes du. Il disait la différence c'est le temps de jeu. Tu leur donnes du temps de jeu, tous ils peuvent te prouver à quel point ils sont forts. Bien sûr. Et je te prends Evan Turner parce que c'était pour moi il correspond parfaitement à la définition de systémique. Cependant, voilà. Il a pas réussi il n'arrivait pas, c'est ça qui fait la différence en fait avec les grands joueurs des autres, c'est que lui il n'arrivait pas à faire le switch et à ne pas être ce joueur de complément. Parce que tous les mecs qui arrivent en NBA, c'était leur meilleur joueur en fac, c'était le meilleur joueur du collège, c'était la légende du quartier. Faut réussir à apprendre ce rôle et à se fondre dans une équipe ou alors à être suffisamment bon pour que le système tourne autour de toi. Mais Evan Turner, tu le voyais systémique comment ? Dans sa façon, lui aussi, il avait cette espèce de playmaking, cette façon de polyvalence, un peu ce qu'on voit en Scottie Barnes. Polyvalence ou plus vision de jeu, et tout doit tourner autour de lui pour que ça fonctionne. Ouais, mais bon. Plus dans ce sens-là, ouais. Un peu à la Scottie. Un peu à un peu à Scottie Barnes. Bah, tu vois, un autre exemple, Lance Stevenson. Il fallait qu'il soit le numéro 1 pour que ça fonctionne. Non mais attends, là tu vas me citer tous les joueurs les plus claqués de l'histoire en termes de système ou c'est comment là, genre, un peu comme Raoul Neto, genre tu lui mets les... Non mais là... C'est pour dire qu'il y a aussi des joueurs qui ont été systémiques mais qui ont pas réussi, c'est pour dire à quel point c'est compliqué de faire la bascule. Là je suis pas vraiment là où tu veux en venir parce que j'ai essayé, c'est pour ça que je sais, attends, Evan Turner, ok, côté All-Around, ok, machin, tout ça. Oublie. Tu me sors Lance Stephenson, je fais, attends, mais il a craqué ou quoi? Et on est où là? On est plus dans le même débat. Donc, et moi qui voulais finir en parlant de Victor Wembanyama, mais je vais pas parler de Victor Wembanyama après Lance Stephenson, ça serait trop grave, même si j'ai beaucoup d'amour pour Lance. En tout cas, bon, peut-être qu'il y en a qui t'auront compris en commentaire. Les gars, si vous avez compris que Bertrand classifie Evan Turner comme systémique, pourquoi pas, mais en vrai, je vois ce que tu veux dire côté all-around, etc. En fait, je pense que juste excuse-moi, mais mal exprimé tu voulais simplement dire que toutes les qualités d'un mec peuvent ressortir si on lui donne beaucoup plus de responsabilités. Oui, voilà, oui. Et que ce mec-là était capable, justement, d'être peut-être une plaque tournante, de vraiment se montrer impactant plus dans une équipe. Et il avait cette polyvalence. Malheureusement, il n'a pas eu les opportunités parce qu'en NBA, il n'y a que du talent. Et parce que il fallait que ça tourne autour de lui pour que lui soit bon. Malheureusement, tu peux pas créer ton équipe en disant tiens, on va donner la balle à Evan Turner. Non, c'est pas possible. En tout cas, si Evan Turner tombe sur cette émission, il sera ravi, hein, putain. Il sera entre Luka Doncic et LeBron, putain, il va se sentir pousser les ailes, le poteau. Allez, on part sur le dernier sujet du coup. Donc là, on était sur Evan Turner systémique. On va peut-être partir sur, je sais pas, Luke Cornet MVP. Hein, je sais pas où on en est. On va partir sur les candidats MVP. On va se demander un petit peu qu'est-ce que ces derniers doivent réaliser pour justement mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher donc le Michael Jordan Trophy maintenant. C'est MJ, je crois. Oui, c'est MJ. Hein. Le GOAT. Le fameux. Et donc, on a des candidats très sérieux.
Donc, d'après toi, qui doit réaliser quoi pour avoir de grandes chances de mettre les mains sur ce trophée? On parlait tout à l'heure de Jason Tatum, et tu as commencé à en parler, mais moi aussi, je pense que pour avoir le MVP, parce que je pense que c'est celui qui part d'un peu le plus loin des joueurs qu'on va faire, il faut qu'il réalise une grosse performance contre une grosse équipe dans un gros match. Donc, tu as cité Denver. Voilà, Denver parfait. Denver parfait. S'il fait un match où il est monumental, où je sais pas, il fait un triple-double de fou, ou alors il fait une perf à 50 points avec le game winner. Enfin, je veux pas un blowout, hein. Je veux vraiment dans un match tiré où ça se bataille. Les blowouts, ça compte pas. Non, les blowouts, ça compte pas. Où vraiment, où vraiment on a le meilleur des deux équipes, une ambiance un peu playoff. Tatum, c'est ce qu'il doit faire. Et s'il peut le faire plusieurs fois, voilà. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est ce qui lui manque, une vraie grosse performance récente dans un gros match contre une grosse équipe. Moi, je pense que Tatum, il a quand même encore une chance, dans le sens où si vraiment ils font un bilan, je sais pas ce que c'est le meilleur bilan des Celtics all-time, je pense que ça doit être difficile à aller chercher. Je vais aller... C'est pas 60. Tu l'avais pas non, je l'ai pas. Mais en plus, j'ai entendu la stat l'autre fois dans un match de Boston. Ils ont du mal à le chercher. Je crois que c'est 12 défaites, quelque chose comme ça qu'ils ont fait. 68, je crois. Je crois que c'est 68-14. 14 défaites. Là, de ce que je vois. Ouais, 14 défaites, 68-14. Ils en sont où là? Ils en sont où? Ils sont à 12 défaites là. Hein. Donc c'est jouable. Aller le chercher, mais ouais. c'est jouable, mais il va falloir charbonner. Après, être le franchise player du meilleur record de Boston, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. En plus de ça, bon, moi, c'est quelque chose auquel je peux penser que ça peut jouer, le fait qu'il soit américain. Ça commence à faire quelques années que les Bulls n'ont pas touché le trophée. Bah ouais, mais mine de rien, ça peut. En tout cas, pour moi, je n'omets pas cette option-là. J'exclus pas, pardon, cette option-là. Le fait qu'il soit américain, ça peut jouer. Donc, s'il a le meilleur bilan, comme tu dis, qu'il tape 2-3 grosses perfs contre des équipes plus, bah, je pense que ouais, il peut causer. Moi, je pense que c'est pas trop tard pour Tatum. Je pense qu'il peut encore. Je pense qu'il peut. Mais en tout cas, si les autres à côté aussi sont linéaires et réussissent des belles choses, je pense qu'il l'aura pas. Je pense que ce sera compliqué. Mais par un concours de circonstances, voilà, les autres qui... De toute façon, tous nos argumentaires vont partir du principe que les autres soit stagnent, soit baissent un peu. Ouais, tu vois, c'est clair. Parce que oui, si les autres mettent 100 points... Ou alors Tatum il met 100 points. Voilà, tu mets 100 points, t'es MVP. Allez, voilà. C'est facile. Après, il y a Luka. Pour moi, Luka, c'est celui qui dépend le plus de son équipe. Donc lui, les grosses perfs et tout, c'est validé. On sait que c'est un gros joueur. Lui, il faut vraiment que Dallas, même quatrième, je suis même pas sûr que ce soit assez. Je dirais, allez, troisième. Pour moi, troisième, c'est le minimum. Si t'es pas troisième de ta conférence, j'ai du mal avec un MVP qui est pas troisième. Mais il faut qu'il remonte. Le problème de Luka, c'est ça, c'est que les gens, oui, il est trop fort, etc. Alors oui, Luka Doncic est extraordinaire, c'est un ovni du basket ou quoi. Mais non seulement Dallas est une des équipes qui fait le moins de passes dans la NBA, Luka est un des joueurs qui a le plus le ballon en main de toute la NBA, etc. Donc c'est pas non plus anormal que Luka fasse des grosses... Enfin, c'est pas anormal. Dans ce standing de joueurs-là, on est vraiment sur la crème de la crème. Hein. Et mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est orienté comme ça, c'est fait pour que Luka brille. Maintenant, il faut nous montrer que ça fait gagner aussi. Ouais, et comme tu dis, voilà. Je regarde le classement pour être troisième. Ils ont 8 matchs de retard. Compliqué. Hein. Par contre, Luka, année après année, ce qu'il est en train de faire, c'est... Regardez les gars, regardez qui je suis. Et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, quand il sera troisième avec des stats peut-être un peu moins bonnes, les saisons qu'il fait là, ça lui servira en mode ouais mais attends, ça fait des années qu'il le mérite. C'était lui qui était en tête non du pôle du début de saison fait par les GM ou les joueurs. Bah, c'est Jojo je crois. Joël bah, Luka n'était pas loin non. Non, Luka n'était pas loin. Il y avait Luka ouais. Alors que on sait que Dallas loupait les playoffs. Enfin ouais. Moi je pense que voilà c'est collectivement pour Luka. Est-ce que tu veux parler d'Edwards ou Edwards la course MVP non c'est trop loin. Non je pense que c'est il pourrait être mentionné, tu vois, top 10, etc. Ouais, trop loin, ouais. T'as vu comme je suis objectif, quand même. Putain, c'est beau. Hein. Ouais, beau, moi qui voulais te lancer sur ton bébé. Non, parce qu'il y a eu beaucoup de fins de match assez cata. Il y a beaucoup de choses que... Non. Par contre, là où j'aimerais qu'il ait de la reconnaissance, c'est sur l'aspect défensif. J'aimerais bien, je ne sais pas, second all team defensive ou quoi, mais j'aimerais bien qu'au moins il soit mentionné plus. Parce que là-dessus, je trouve qu'il mérite de la reconnaissance, mais pour le MVP, non, il y a trop de fins de match un peu hasardeuses et un peu d'irrégularité. Par contre, ce qu'il fait dans le leadership et tout ça, c'est valuable et je trouve ça très très bien. Mais non, pas Dante. Par contre, Shai. Bah, Shai,
c'est un peu sa force et ce qui lui fait défaut, c'est que, bah, tu le sais, quel que soit le match, voilà, 32 points, 8 rebonds, 7 passes, voilà. Et il faudrait peut-être là aussi une performance, alors pas forcément contre un gros, mais un truc qui change un peu, ou alors un buzzer, voilà, un buzzer beater ou quelque chose qui nous montre que, ouais, c'est pas juste une ligne de stats linéaire à tous les matchs. Et c'est dommage, hein, parce que c'est parfait ce qu'il nous montre chez. C'est parfait. Et là où tu parlais de défense, il est là. De classe, il est là. Du clutch, il est là. Mais juste quelque chose d'un peu marquant, quoi. Moi, Shea est mon MVP à ce jour. Genre, si je dois dire le joueur, c'est le plus comme. Ben ouais, c'est sa force d'être régulier. C'est pas 15-4-4, hein, c'est 32, 5-5, 2 à 55%, etc. Comme Michael Jordan. Non, je rigole. Et donc, en gros, ouais, Michael Jordan, La Kobe, fameuse. Wilt, tout le monde, quoi. Et non, ça, c'est des comparos que je trouve ridicules. Mais chez, en tout cas, voilà, l'attaque, c'est ça, la défense, c'est ça. Le Thunder est 1, 2, 3 de la ligue, enfin 2, 3, 4 de la ligue ou 1, 2, 3 de l'Ouest. Genre sur les deux côtés, et ça c'est un truc sur lequel il a une grande avance sur Niko Jokic, sur Luka Doncic et défensivement. Je dis pas qu'ils sont pas bons les deux, parce que je vois trop de gens les cibler en mode ouais machin. Les gars, Nikola Jokic fait des feintes de passage en force pour jouer un style. L'IQ défensif est présent. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Shea est vraiment au-dessus, parce qu'athlétiquement, on passe dans la lecture, parce que dans beaucoup de choses, il est vraiment au-dessus. Et je trouve que valuable, c'est les deux côtés. Et à un moment donné, il faut arrêter de se servir de la défense comme un argument final en mode j'en ai plus, ah ben oui, mais défensivement, il est meilleur. Non, non, la défense, c'est un vrai argument. Et donc, il faut le mettre en avant. Par contre, chez moi, la seule chose qui m'embête, et là je vois déjà les gens me dire oui, mais c'est sur la saison régulière en cours le MVP. Le seul problème qui me dérange un petit peu, c'est qu'il n'a pas le statut encore. Je le répète, Shea n'a pas joué un match de playoff en étant franchise player assumé de son équipe. Et ça, je dis pas pour moi, je dis dans la tête des votants, c'est un truc qui peut peser parce que on sait que le MVP, ça fait partie de la narrative pour vendre un joueur, pour mettre en avant la ligue, pour vendre des histoires. Et les mêmes qui vont me dire, il faut que tu fasses attention parce que c'est que sur cette saison régulière que tu dois regarder, c'est les mêmes salopards qui vont venir me vendre un joueur avec des trophées en mode oui, mais il a 3 MVP, il a 2 machins. Frérot, contextualise, parle-moi du contenu, arrête de me parler des trophées, et après on pourra avoir ce recul en donnant les trophées à tout le monde sur une saison régulière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cohérent, je trouve. Donc, c'est ça que je veux ou alors, moi, si chez les, voilà, on reconnaîtra comme sa saison régulière est magnifique. Et moi, je milite de toute façon pour qu'on arrête de donner autant de valeur aux récompenses de régulière. Le vrai basket, la vraie compétitivité, les vrais hommes, c'est en playoff. Jimmy Butler valide. Voilà, donc c'est pour ça. Mais après, sur la régulière, moi, je te dis, si demain, on me donnait le droit de voter, ouais, je voterais. Aujourd'hui, je voterais pour chez. Ouais. Et du coup, bon, bah, il y a le dernier, hein, Nikola Jokic. Là, tu as parlé de ton MVP. Moi, c'est mon MVP, Nikola Jokic. Mais là, je pense que, alors, lui, ce qui lui manque, c'est totalement différent de tous les autres. Lui, faites penser à ses stats, putain, StatPad. Non, StatPad. ça déjà, ça aiderait. Mais pour moi, c'est médiatiquement. Médiatiquement, parce que Jokic, en fait, le mec a tellement dominé que ça y est, moi, ouais, c'est Nikola Jokic. C'est bon, il a déjà eu 2 MVP, il faut qu'il fasse encore plus, encore plus. Mais les gars, si ça s'appelait pas Nikola Jokic, mais Jean-Paul Dupont, bon déjà, force, on aurait un Français de plus. mais on se dirait, attends, mais ce gars, il fait une saison de MVP, c'est un truc de fou. Et là, hot take par ici. Dis-moi. Tu connais l'expression on banalise l'exceptionnel? Bah voilà. Non, mais c'est exactement ça. Est-ce que lui, c'est pas le top 1 du on banalise l'exceptionnel? Ah si, mais tous. Parce qu'il y a la production, mais il y a l'efficacité en plus. Mais oui. Donc là, je sais même pas quoi dire. Mais Jokic, voilà, c'est Embiid a eu cette force médiatique. D'autres avant, dans d'autres années, l'ont eu également. Jokic, il a même pas ça. Enfin, tout le monde s'en fiche de Jokic. Personne. Les seules fois où on parle de Jokic, c'est parce que bah ouais, le mec il est trop fort. Mais jamais on en parle. Ils sont champions. Ah ouais. Okay. Ah oui, c'est vrai, ils sont champions. Oui, mais attends, LeBron va peut-être prendre sa retraite. Non, mais on s'en fout, ils sont passés. Non, mais tu vois, c'est ça qui est fou avec Jokic, c'est que tout le monde s'en fout. Et après, bon, à la manière d'un Duncan, c'est aussi un peu sa faute, je l'entends. Mais voilà, moi, c'est ça qui, pour moi, le mec, il a pas Insta, il a pas Twitter, il s'en fout. Et c'est ce qui lui manque, je pense. Alors, c'est peut-être bête comme argument. C'est peut-être totalement même hors sujet, mais je trouve qu'il lui manque vraiment cette armée médiatique pour lui. Franchement,
il aurait un ou deux tatouages de plus, un Twitter, un profil à la Joel Embiid. Il en a des tatouages, il en a des beaux. Hein. C'est ouais, je l'ai jamais vu griffure sur griffure. Non, griffure sur griffure, tu sais. Il vit avec des ours. Il aurait une phrase choquante, je sais pas, un petit truc. Bah, franchement, il aurait tout le monde dans sa poche. C'est vrai que Nikola Jokic, chez le basketball. Il fait vendre des maillots, Jokic. Je me souviens plus quand ils avaient montré les ventes de maillots. Il est je bon crois que la Melo Ball était devant lui, je crois. Ah oui, d'accord. Okay. Après, le maillot de Hornets, c'est plus joli. Mais bon. C'est le seul argument. Mais bon, Jokic est plus souvent sur le terrain que la Melo Ball. Voilà, Jokic est plus souvent sur le terrain. Non, c'est vrai que Jokic, qu'est-ce qu'il doit réaliser Ouais, peut-être faire une déclasse choc. C'est moi le goth. Ah, bah, okay. Là, peut-être qu'on le regardera un peu plus. Non, Jokic doit... Mais moi, en plus, j'ai une évaluation particulière de Jokic parce que c'est quand l'autre jour que j'ai dit, putain, je l'ai vu jouer, je sais plus où encore, et je me suis dit, putain, les stats, ils s'en branlent tellement, il y a tellement... Genre, tu vois le premier quart-temps, il finit à un shoot et c'est en fin de possession. T'es là, mais putain, mes stats pads, bordel, c'est les Pistons, casse-leur la gueule, fais quelque chose. Et non, le mec s'en fout, tu fais, mais putain, ils vont te vendre tes stats. Mais c'est ça qui est dommage aussi, c'est que les stats, c'est, tu vois, il les faut, et je comprends que, et c'est normal. Mais les stats, c'est des stats, quoi. C'est à prendre comme des stats, quoi. Non, Jokic, c'est exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Et bah, tu vois, c'est marrant, parce que tu me dis ça, mais il y a 5 minutes, tu me dis que ton MVP, c'est Shai. Ouais, parce qu'il fait l'effort. Non, parce qu'il fait l'effort, parce que Jokic, sur le début de saison, je l'ai trouvé en pantoufle, parce que je vais être exigeant, parce qu'il joue pas le MVP, Nikola Jokic, il joue son 3e MVP, Nikola Jokic. C'est ça. Il y a des soirs où, moi, je te dis, ça me frustre, mais ça me saoule aussi, des fois, tu vois, ils soient là en mode, ouais, et je comprends, c'est normal que les mecs se reposent, ils ont joué jusqu'à je sais pas quand, ils ont laissé des efforts, ils savent, ils connaissent le chemin, ils savent que la saison est longue, c'est normal qu'ils jouent en pantoufle, Nikola Jokic, mais demain, Shai, il sort au premier tour contre les Lakers 4-1, et Jokic est champion NBA, je serais pas surpris non plus. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est normal, c'est la gestion des efforts. Ils en sont pas au même rythme à la même étape dans leur carrière et tout. C'est juste que, ouais, non, chez ce qu'il fait, c'est... Et après, il y a le fait que ce soit à l'intérieur aussi. Il va pas pouvoir tu vois, avoir cette facilité. Mais bon, l'autre compense aussi sur la ligne de passe, deflection. Jokic peut pas sortir comme ça non plus. Donc, je l'imaginais, c'est pour ça que j'ai rigolé. Et donc, non, c'est... De toute façon, les deux, c'est les deux. Moi, c'est pour ça, tu vois. Non, franchement, pourquoi je mets Shai devant Jokic? C'est parce que sur le début de saison, et je trouve que ça, dans la discussion MVP, on l'oublie trop souvent. Tu sais, des fois, dans la discussion MVP, c'est le dernier mois et demi, c'est bon, c'est lui, et les 4 d'avant, on s'en branle. Alors que Shai, depuis le début de saison, il a fait des gros matchs. Il allait taper 2 fois les Nuggets à Denver. 2 fois, il allait gagner à Denver. Une fois, il pose un gros match. Je crois la fois d'après, il est pas ouf, mais il clutch de malade. Il allait péter les Wolves dans le clutch, etc. Il a une régularité de ouf. Ouais, et puis le fait que tu attends un peu plus le champion en titre que Oklahoma City. Bien sûr. Mais ça aussi, tu vois, ça c'est des contextes d'adversité. Peut-être qu'OKC est moins attendu que Denver l'est, etc. Donc Jokic a eu l'opportunité de briller dans des plus grosses sphères d'adversité que Shai. Enfin bref, il y a plein de trucs, mais Jokic... De toute façon, si c'est pas Shai, pour moi, ce sera Jokic. Et si c'est pas Shai, pour moi, j'espère que ce sera Jokic. Donc voilà, peut-être d'autres candidats, peut-être, je sais pas, je vais regarder un petit peu. Bah oui, j'en ai un, moi, qui arrive tambour battant. Monsieur, il est grec, il a vendu des CD. Yanis, le bon Yanis. Oui. Yanis, qu'est-ce qu'il faudrait Yanis Non, parce que je dis j'espère, potentiellement Yanis. Hein, mais Yanis, lui, le problème, c'est que autant à l'ouest, le classement est assez compact, serré en haut, autant là, c'est très difficile de donner le MVP à un joueur de Milwaukee, alors que Boston a 8 matchs d'avance. Pour moi, ça n'aurait aucun sens. Alors, pour moi, ce qui lui manque, c'est de réduire cet écart ou au niveau défense, de redevenir un candidat deep boy. Donc, Yanis, cette année, il est en 31-11-6. Et je vais aller te dire, moi, ce qu'il faut qu'Yanis fasse pour être MVP, et je l'avais dit l'autre jour sur Twitter, sur X, pardon, c'est qu'il soit joueur du mois à l'Est, sur le mois de mars. Je vais te dire le calendrier des Milwaukee Bucks là, sur le mois de mars. Il est incroyable. Donc incroyable là, de difficulté. Ouais, incroyable de difficulté. Ils ont joué Chicago et les Clippers. Là, ils vont partir en road trip à l'ouest. Donc Golden State, Los Angeles, Clippers, Kings. Ils font toute la Californie, là. Dont 2 matchs en télé nationale. GS et les Lakers. Après, ils reviennent. Ils vont jouer Philly et Phoenix, télé nationale.
Après, ils vont à Boston, télé nationale. Après, ils reçoivent Brooklyn. Après, OKC Lakers à la maison, télé nationale Lakers. Après, ils vont à Nola et à Atlanta. Le mois de mars des Bucks, c'est de la folie. Il a Golden State Lakers, Suns, Celtics, Lakers en antenne nationale. Si pour moi, et puis même tu dis, ouais, Boston est devant, mais là, ils vont à Boston. Si Yanis, il les éclate non, bien sûr. à Boston. Bien sûr. On sait, et moi, je trouve ça regrettable que ça compte autant, mais je sais que ça compte. Bien sûr. Donc, pour moi, Yanis a une carte à jouer, mais il faut faire un gros mois de mars. Gros mois de mars. Je regarde un petit peu peut-être des joueurs qu'on a pu oublier. Tac. Après, ça va être vraiment compliqué. Joël, bon, malheureusement, dans la course, c'est terminé depuis belle lurette avec les 65 matchs. Luka, on en a parlé. Alex Caruso, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé d'Alex Caruso. Non, mais en tout cas, voilà, on a fait un petit tour sur tous les candidats MVP. Un petit mot de la fin. Moi, je voulais t'aborder sur un petit mot de la fin. J'y pense en voyant les équipes sur le site que je consultais et en voyant mon maillot en arrière-plan. J'aimerais qu'on parle de Monsieur Banchero, juste comme ça, en cerise sur le gâteau. En MVP? Non, pas du tout en MVP. Banchero, non, mais Banchero, tu sais très bien que l'an passé, j'étais favorable un long moment pour une sélection All-Star alors qu'il était rookie. Bon, après, ça c'est un peu plus corsé, compliqué. Pour moi, alors beaucoup de gens remettent en question le fait que ce soit pas lui le meilleur joueur d'Orlando, mais Wagner. Moi, je continue à penser que le projet doit être autour de Banchero, parce que Banchero est trop physique et trop. Il est déjà en train de progresser au shoot, il est déjà en train de progresser dans la vision du jeu. On voit que ça a l'air d'être un mec, un bon gars dans le vestiaire. Il a fondu en larmes contre les Pistons. Enfin, tu vois il amène quelque chose de good vibes à Orlando. Ouais, parce que son équipe a cru en lui alors qu'il était complètement à côté et qu'il était là depuis 4 jours. Voilà. Il a eu les larmes aux yeux parce que... ça, tu vas être d'accord avec moi. Ça, je mets aussi beaucoup de crédit sur Jamal Mosley, que je trouve est un coach formidable. Mais non, Banchero, c'est vrai qu'il est un peu sous le radar. On n'en parle pas beaucoup. Orlando, ils sont pour l'instant, ils sont à la lutte pour s'extirper du bon côté du play-in, donc aller en play-off sans. Mais de toute façon, Bertrand, OKC, Orlando sont des équipes très très jeunes. Ce sont des équipes qui marchent. C'est vrai qu'on peut les faire le rapprochement. Ça va mieux. C'est quoi le point commun? C'est que ça défend fort. C'est que même les jeunes défendent ultra fort. Donc, et moi, c'est là-dessus, Banchero, dans la maturité, dans le fait de, ok, c'est pas mon carton, le mec est chaud, je force pas, etc. Je me donnerai défensivement. Je trouve que dans la maturité, les mecs sont... C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont qui aiment se donner du mal, et ça fait du bien en fait à la NBA de plus avoir juste des joueurs offensifs, des gros scoreurs, des mecs qui se disent vas-y, pardon, j'aime bien. Juste dans ces deux équipes, tu vois, parce que tout le monde est là, ouais, la NBA défend pas. Chet Holmgren, Cason Wallace, je te parle des jeunes, hein. Ludor, je le compte plus comme vraiment jeune. G-Dub, ça défend fort. Suggs, Banchero, ça défend fort. Isaac, ça doit être un peu comme Ludor. Ouais, Isaac, il doit être un peu plus jeune, 24, ouais. Donc, mais c'est des équipes, tu vois, qui... Même Anthony Black, moi, j'avais vu, bon, là, il est... Ouais, Black, bien sûr, ouais. Putain, ça fait du bien, tu vois, la NBA défend plus. Non, c'est pas que la NBA défend plus, c'est qu'il y a des équipes qui en ont rien à branler. Coucou Atlanta, coucou Indiana. Mais il y a des équipes, même jeunes, qui savent et qui veulent défendre. Et moi, Banchero, là-dessus, être le patron d'une équipe comme ça, qui est en avance sur son développement mental et de maturité, je trouve ça impressionnant. 2-8, il pose des drives où il est d'une puissance sans nom, tu l'as dit, il se développe à 3. Je voulais en parler parce que il mérite pas même encore d'être avec... En fast break, il est loin d'un Yanis, mais il est dans ce range de joueurs-là. Hein. En fast break, il arrive, il avale tous les espaces. C'est incroyable. 21 ans. Hein. Et il a déjà montré plusieurs shoots clutch. Contre Chicago, contre Détroit. Contre quelle autre équipe il avait mis un... je sais plus. Il y avait une autre équipe où il avait posé un gros... Je sais plus quelle équipe c'était. Je crois qu'à Sacramento, il est monstrueux, mais je sais plus il a pas peur. Voilà, il a pas peur de ces moments-là. Et en fait, j'ai hâte de le voir en playoff, en fait. De voir quel type de joueur ce sera en playoff. Et en plus, si je dis pas de bêtises, il les avait un peu embêtés, Boston. Ça pourrait être intéressant pour Boston. Un bon test, même pour Orlando. Parce que bon, même si tu sors, tu prends ça te fait grandir. Ça te fait grandir. C'est toujours bon à prendre. Donc voilà, je voulais faire un petit détour par... Un peu de love pour Banchero. Un peu de love pour Paolo, tout à fait. En tout cas, merci Bertrand. Deuxième 50 minutes de NBA. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux sujets. N'hésitez pas à nous parler d'Evan Turner en commentaire, c'est important.
Et on Et en se plus, dit... tu sais que je détestais ce joueur. Allez, C'était le bon moment. Ciao, ciao les mecs, bisous, ciao.